Bon, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je m'appelle Sylvain Connac, je viens de Montpellier. Donc, on vous a amené le soleil aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Je travaille à l'université Paul Valéry. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LIRDEF. Et avec des collègues, donc, j'y conduis des recherches en pédagogie autour d'une des compétences du référentiel des enseignants, qui est la prise en compte de la diversité des élèves. Voilà. Donc j'ai la chance de travailler avec des enseignants de l'école maternelle jusqu'au lycée. Je travaille de manière indirecte avec l'enseignement agricole par l'intermédiaire de vos collègues de Supagro Florac. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est de s'intéresser aux liens qui peuvent exister, qui peuvent être entretenus entre coopération et apprentissage. Voilà, pendant longtemps, on a considéré la coopération comme étant un vecteur. Alors le mot un peu à la mode qu'on utilise maintenant, c'est life skills ou soft skills, c'est-à-dire développer des habiletés un peu transversales en matière de travailler avec d'autres. Mais il se trouve que les pratiques de coopération en pédagogie ont aussi, et surtout, j'ai envie de dire, la possibilité d'améliorer le lien entre processus enseigné, donc du côté des profs, et puis processus apprendre du côté des élèves. Et donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Alors ceux qui sont présents, c'est facile, hein, vous vous manifestez. Je m'arrête, c'est comme si vous aviez une télécommande. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez pour poser une question, demander des éclaircissements, manifester un désaccord ou une incompréhension. Si vous ne le faites pas, méfiez-vous parce que je peux parler longtemps. Hein. Mais ce n'est pas le principe. Donc ce que j'ai prévu dans cette présentation, c'est de se mettre au clair sur les mots. Parce que vous allez voir que la précision des mots permet justement de mieux penser l'action pédagogique. Et il y a énormément de malentendus, d'implicites, par exemple entre coopérer et collaborer, ou entre être en coopération et être en compétition, entre du travail en groupe, du travail en équipe, du travail de groupe, du travail d'équipe. Enfin voilà, je crée un peu de suspense, mais c'est ce qu'on va essayer modestement d'éclaircir aujourd'hui, de manière à pouvoir ensuite aiguillonner l'action pédagogique. Bon, s'il n'y a pas de réaction, donc je vais rester là, je ne peux pas me déplacer parce que si j'ai bien compris, il y a des personnes qui nous suivent à distance. Est-ce que une personne est en charge de relayer les questions ou les réactions qu'il y aurait sur le fil de discussion ou par l'intermédiaire de la solution numérique qui vient d'être présentée? Donc, quand vous voulez, vous m'interrompez. Hein, voilà. Donc le premier travail qu'on va essayer de faire, c'est de définir ce qu'on entend par coopération. Alors je vous laisse, à chaque fois je vais vous laisser un peu de temps pour vous préparer. Je vais vous laisser 2 minutes. Alors soit vous y réfléchissez seul, soit vous y réfléchissez avec vos voisins. Alors ce sera plus facile dans la salle qu'à distance. Comment vous pouvez caractériser ce qu'on appelle un comportement coopératif? Voilà. Qu'est-ce qui critérie la coopération dès lors qu'on étudie des comportements? C'est parti pour vous.
Alors, est-ce que dans la salle, il y a des propositions particulières? Qu'est-ce qui, à votre avis, est de l'ordre du comportement coopératif? On vous écoute. Je reformulerai, comme ça les personnes à distance entendront. Allez-y. Oui, ou sinon je reformulerai, ça ira plus vite. Alors, avoir envie, vous disiez? Donc, avoir de l'envie et de la bonne volonté pour vouloir coopérer avec des gens qu'on ne connaît pas ou qui sont différents de nous. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas habituée au micro. Donc, donc ce qui déterminerait la coopération, ça serait la volonté de vouloir coopérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres avis rapides? Allez-y. Alors, pour coopérer, il faut pouvoir s'écouter. Voilà une deuxième caractéristique qui est proposée. Alors, ce qui est intéressant avec cette notion, c'est qu'elle n'est bien évidemment pas valable que dans le champ de l'éducation. Et j'ai même envie de dire qu'elle est surtout valable ailleurs. Que c'est un peu, alors c'est pas nouveau, hein, on verra, c'est très vieux, les pédagogies de la coopération. Mais on étudie surtout les comportements coopératifs dans ce qu'on appelle le monde du vivant. Alors, il y a beaucoup de biologistes qui ont étudié ces comportements-là. Vous avez certainement vu passer l'ouvrage là de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui décrit que la coopération est ce qui est premier dans le monde du vivant, quelles que soient les espèces animales, végétales ou les bactéries. Oui. Donc on avait deux propositions à prendre ensemble en mutualisant. Apprendre ensemble. Et l'envie de travailler ensemble, de créer. Donc l'envie, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur la volonté, la motivation. Oui. Alors partager un objectif commun, je reformule hein, pour les personnes qui ne sont pas là. Partager un objectif commun, oui. 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire l'approche systémique. Très bien, 1 plus 1 égale 3. Le problème, c'est que 1 plus 1 ne fait pas toujours 3. Hein. Des fois, ça fait 2 et des fois, même, ça fait 1. Voilà. Mais c'est une belle métaphore. Hein. Donc, effectivement, il y a des biologistes qui sont intéressés à ça. Il y a des anthropologues, des philosophes, des spécialistes de sciences politiques ou de sciences économiques. En fait, dans tous les secteurs où il y a du vivant, il y a de la coopération. Et lorsqu'on sort de notre champ de l'éducation et qu'on va voir ce qui est dit sur la coopération dans ces entrées-là, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une sorte de consensus derrière trois critères. Alors certains d'entre eux ont déjà été énoncés dans la salle ou à distance. Le premier, c'est qu'on ne peut pas coopérer avec soi-même. Même quand on est schizophrène, on a besoin d'être au moins 2 pour pouvoir engager un comportement coopératif et d'engager quelque chose qui est de l'ordre de la combinaison des comportements. C'est pour ça que le premier critère, c'est de l'action combinée. Mais voilà, un philosophe comme Cédric Paternotte explique bien qu'il ne suffit pas de combiner son action à celle d'un autre pour que ce soit de la coopération. Par exemple, quand quelqu'un nous donne des ordres et qu'on applique ces ordres-là, ce n'est pas du tout de la coopération. Et pourtant, c'est une action combinée. La deuxième caractéristique de l'agir coopératif, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire une intentionnalité. C'est-à-dire le fait qu'on ait choisi de coopérer. Parce que la coopération ne peut pas être imposée par l'environnement, par le contexte. Alors ça, pour nous, dans l'enseignement, c'est particulièrement éclairant, parce que bon nombre de difficultés liées aux organisations coopératives du travail des élèves sont dues à l'obligation faite aux élèves de coopérer. Par exemple, on organise des groupes, on ne demande pas aux élèves s'ils veulent être ou pas dans un groupe. On les met de fait dans un groupe. Et l'argument est la recherche de leur bien-être. C'est bien évidemment pas pour leur nuire. Sauf que dès lors qu'on ne leur donne pas la possibilité de choisir entre coopérer ou ne pas coopérer, on perd toute la dimension potentiellement intéressante de la coopération. Et la troisième caractéristique, alors celle-là, je ne l'ai pas entendue encore, c'est le fait que la coopération soit utile.
C'est-à-dire que les actants de la coopération ressortent de la situation en étant conscients d'en avoir retiré un bénéfice particulier. Que ça serve à quelque chose. Que le fait d'avoir coopéré apporte, je prends un vocabulaire économique, une plus-value par rapport au fait d'être resté tout seul, par exemple. Voilà. Et donc, ça serait la combinaison de ces trois caractéristiques qui justifierait que cette bande dessinée là que vous voyez à côté représente très fidèlement la notion de coopération. Et on voit bien qu'à la fin, chacun des deux ânes retire un bénéfice après avoir réfléchi de la situation de coopération. Donc ce qu'on entend par coopération dans des contextes qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de l'enseignement. Alors, quelques précisions. La première, c'est que tout ce qui est coopératif à l'intérieur d'un établissement scolaire ou d'une classe n'est pas de l'ordre de la coopération entre élèves. Il peut y avoir de la coopération entre un enseignant et des élèves. Il peut y avoir de la coopération entre adultes. Il peut y avoir de la coopération avec des partenaires de la classe ou de l'école. Voilà. Tout ça, ce sont des formes de coopération. Et puis, bien sûr, il y a plein de coopérations en dehors de l'école. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, puisqu'on recherche les liens entre coopération et apprentissage, c'est ce segment très précis de la coopération entre élèves. Alors ce segment-là, ce n'est pas du tout une méthode. Il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas d'outils spécifiques. Il y a quelques artefacts, j'en montrerai quelques-uns, mais ça reste un peu à la marge. Il n'y a pas de façon de faire derrière ces approches-là. Les pratiques de coopération, c'est quelque chose qui se fixe, qui vient un peu comme un kit sur nos manières d'enseigner. Et c'est pour ça que ce n'est pas une pédagogie, la coopération entre élèves. Alors, il y a des pédagogies, comme la pédagogie institutionnelle, la pédagogie de Roger Cousinet, ou la plus connue, c'est la pédagogie Freinet, qui s'appuie de manière très forte sur ce levier-là de la coopération. Mais on trouve de la coopération dans toutes les pédagogies, y compris celles qui ne revendiquent pas les relations entre élèves. Je pense notamment à la pédagogie Montessori, dont l'objectif est l'autonomie des élèves. L'adage de la pédagogie Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». Mais même dans des ambiances montessoriennes, c'est comme ça qu'ils appellent les classes, dans des ambiances montessoriennes, on voit des élèves qui développent des agirs coopératifs tels qu'on les a définis tout à l'heure. Et l'association Montessori France même réfléchit de plus en plus à une évolution de ce que Maria Montessori au siècle dernier avait développé. Je ne sais pas si vous avez vu comment travaillent des enfants dans des ambiances comme ça. Ils ont un tapis et ils mettent le matériel spécifique construit par Maria Montessori sur ce tapis. Et ils sont tout seuls par tapis. Et il y a tout un tas de réflexions qui paraissent un peu logiques d'autoriser des élèves qui le souhaitent à être 2 par tapis. Voilà. Donc on retrouve dans toutes les pédagogies identifiées, et même j'ai envie de dire dans toutes les salles de classe, des formes de coopération. Qu'elles soient licites, c'est-à-dire entretenues et encouragées par l'enseignant, ou illicites, de la triche est une forme de coopération. Donc ce qu'on définit par coopération entre élèves, c'est quelque chose de très large. C'est tout simplement l'ensemble des situations où des élèves sont encouragés à travailler à plusieurs, à apprendre à plusieurs, dans l'optique d'en retirer un bénéfice individuel. Et donc ça correspond à une diversité importante de pratiques. On essaiera tout à l'heure d'en faire une sorte de petit état des lieux. Alors, au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a une approche de coopération qui est dominante, autant dans l'enseignement scolaire que dans l'enseignement secondaire. C'est ce qu'on appelle le cooperative learning, qui est traduit par un certain nombre d'auteurs canadiens, québécois, par la pédagogie coopérative. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence farouche entre la pédagogie coopérative, au singulier, qui correspondent au cooperative learning, et les pédagogies coopératives, qui sont de l'ordre de ce qu'on va investiguer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que cette approche qui est
mondialement hégémonique. C'est un ensemble de techniques, de dispositifs, mais qui ne s'emploie pas de la même manière qu'on conçoit la coopération en France aujourd'hui. Si vous voulez, ces techniques, elles ont pour objectif de développer ce qu'ils appellent des habiletés coopératives, cooperative skills. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de donner la possibilité aux élèves de mieux apprendre. L'objectif est de faire en sorte que les élèves quittent l'école en étant des petits coopérateurs. Et là, on est dans une rupture de paradigme entre cette conception-là que vous avez certainement déjà rencontrée et la conception qui est travaillée beaucoup en France, ailleurs en Europe aussi bien évidemment, dans des conceptions d'usage de la coopération. Alors, le cooperative learning s'appuie, comme le petit schéma le donne à côté, l'explique à côté, sur 2 grands principes. Le premier, c'est un principe d'interdépendance mutuelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour réaliser ce dont vous parliez tout à l'heure, notre objectif commun. Et sans l'autre, je ne peux rien. Et comment c'est possible ça? C'est tout simplement à travers une consigne qui oblige ce lien d'interdépendance. Et la deuxième caractéristique du cooperative learning, c'est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que l'autre est utile pour moi au même titre que moi je suis utile pour lui. Et sans ma responsabilité, nous n'arriverons jamais à réaliser ce qui nous unit. Alors, le dispositif le plus connu en France, alors il y a plein de dispositifs, ils appellent ça des structures, les nord-américaines. Regardez du côté, par exemple, des structures de Kagan. K-A-G-A-N. Et il y en a, ils ont sorti un petit ouvrage, là, il y en a une vingtaine. Ce sont véritablement là des techniques à mettre en œuvre avec les élèves, non pas pour apprendre des maths, du français, de l'éducation physique, sportive ou autre, mais bien pour développer des habiletés coopératives. Et la plus connue d'entre elles, celle qu'on voit utilisée en France, c'est celle qu'on appelle le Jigsaw. J-I-G-S-A-W. Je ne sais pas s'il y a des profs d'anglais, là, ça veut dire tout simplement puzzle, ou tronçonneuse, si j'ai bien compris, mais c'est la classe puzzle. Voilà, c'est la classe puzzle. S'il y a des formateurs d'adultes dans la salle présents, c'est aussi la technique qui s'appelle le Philippe 6-6. C'est exactement la même chose. Donc le principe est le suivant. On constitue des groupes primaires et on donne à chaque groupe une pièce du puzzle. Vous imaginez, en littérature, vous voulez faire étudier un texte. On découpe ce texte en 6 morceaux et on donne un morceau du texte à chaque groupe. Et les élèves, pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'on veut, ils étudient ce texte-là de manière à ce que chacun puisse se l'approprier. Ça, c'est la première partie du Jigsaw. Et la deuxième partie, on constitue des groupes hétérogènes, où là, il y a un représentant de chaque groupe primaire dans le groupe hétérogène. Et c'est là, en fait, où vous comprenez qu'il y a ce double principe et d'interdépendance et de responsabilité individuelle. Parce que chacun devient le témoin et l'expert de la partie qu'il a étudiée dans son premier élément. Alors, ce sont des pédagogies qui sont issues des travaux de John Dewey, et donc qui s'appuient beaucoup sur le learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Mais derrière ces logiques-là, c'est difficile de justifier une accroche avec ce que l'on conçoit aujourd'hui en termes de cognition. C'est-à-dire c'est très intéressant, c'est très motivant pour les élèves, mais c'est difficilement accrochable à une séquence d'enseignement et puis l'ingénierie d'enseignement que nous, on veut développer. Voilà. La coopération, est-ce que c'est dans les programmes français? Alors la réponse est oui, à tel point que c'est tellement marqué, tellement indiqué, qu'un enseignant qui refuserait de faire coopérer ses élèves serait un peu hors les clous. Voilà. Alors je vous donne, je vais pas très loin, hein, mais il y a deux indications. Alors ça c'est l'article, le fameux article L111 de... C'est l'article L111 du Code de l'éducation qui explique, alors je me rapproche un peu,
qui explique que, donc c'est ici, par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, le système éducatif favorise la coopération entre les élèves. Voilà. Donc là, c'est extrêmement clair. Donc on le retrouve dans les intentions de l'organisation de la scolarité, de l'enseignement. On le retrouve aussi plus légèrement dans des objectifs, un peu comme les Américains, à travers cette compétence du socle là, qui est ici là, coopérer et réaliser des projets. Mais on verra tout à l'heure que ça correspond à une infime partie de ce qui est possible en termes de coopération. Voilà. Donc voilà, celles et ceux qui s'interrogent sur la pertinence un peu administrative d'organiser de la coopération, ils peuvent trouver dans les textes tout un tas de supports. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup d'enseignants se voient conseiller d'organiser plus de coopération avec leurs élèves. Alors une autre préoccupation qui est un peu plus forte pour des enseignants qui innovent, c'est est-ce que ça marche ? C'est-à-dire tu veux changer un peu la forme scolaire, c'est-à-dire ce qui nous caractérise en termes d'héritage pédagogique en France, et tu veux faire coopérer tes élèves. Très bien. Mais est-ce que tu es sûr que ça marche mieux que la forme scolaire ? Alors, je ne sais pas si vous savez depuis quand ça existe les pédagogies de la coopération. Est-ce que vous avez une idée ? Qui a inventé ça en pédagogie ? Vous n'êtes jamais posé la question. Socrate. Ouais, c'était une forme de coopération très particulière quand même, la maïotique. Hein. Je ne sais pas si les jeunes qu'il alpaguait là sur l'agora voulaient véritablement discuter avec lui, hein, parce qu'il a mal tourné Socrate à la fin, hein, quand même. Alors Freinet, il a travaillé sur la coopération, beaucoup sur la coopération entre adultes d'ailleurs, mais c'est plus ancien que Freinet, hein, beaucoup plus ancien. Alors ça remonterait, alors c'est bien certainement plus ancien que ça, mais on n'a pas d'écrit qui l'atteste, mais ça remonterait à partir du XVIIe siècle avec ce qu'on appelle l'enseignement mutuel. Alors les classes mutuelles, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé la jeune école de la République au début du XIXe siècle, avec les fameuses lois Guizot. Alors, ce n'est pas la République française qui a créé l'école. Hein. L'école en France, enfin, en tout cas le système scolaire, a été créé par les catholiques. Mais après la Révolution, la jeune République française a voulu créer son réseau d'écoles. Et l'enseignement mutuel qui était développé beaucoup en Europe a intéressé le ministre Guizot parce qu'il a ceci d'extraordinaire qu'avec un seul enseignant, grâce à cette méthode-là, on peut enseigner à plusieurs centaines d'élèves en même temps. Et donc ça a beaucoup intéressé parce que vous avez bien compris que financièrement, on gagne énormément. Et comment c'est possible ? C'est que la classe mutuelle, c'est la classe du monitorat. Alors c'était les salles mutuelles, le père Girard, Houbel et Lancaster en Angleterre les décrivent très bien dans leurs écrits. Ce n'était pas des amphithéâtres comme ça, c'était un peu comme des gymnases, si vous voulez, avec des bancs et des chaises les uns derrière les autres. Et les élèves s'asseyaient en fonction de leur âge. Et devant étaient les plus âgés. Et tout au fond étaient les plus jeunes. Et le maître ne faisait classe qu'à ceux qui étaient devant. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient devant devenaient des moniteurs de ceux qui étaient derrière. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc c'était extrêmement encadré, mais c'est une forme de coopération qui a donné lieu à quelque chose qui existe encore aujourd'hui dans nos classes, ce sont les affichages scolaires. Puisqu'à un moment donné, comme la parole de l'enseignant ne suffisait pas pour la transmission des savoirs, il a bien fallu matérialiser les savoirs pour aider les élèves moniteurs. Voilà. Donc ça, c'est à partir du XVIIIe siècle. Il y a eu une tentative de faire de cette pédagogie la pédagogie de la jeune République française, mais ça a échoué parce que le Parlement français était majoritairement catholique.
Ça, c'est la thèse de Sylvie Jouan qui a travaillé ça. Et il était hors de question pour la jeune République française de favoriser une pédagogie qui avait plutôt des consonances protestantes. Voilà. Donc, l'enseignement mutuel a été chassé de la loi Guizot pour laisser place à la pédagogie catholique de l'époque, qui était la pédagogie de Jean-Baptiste de La Salle, celle qu'on utilise maintenant massivement et qu'on ne réinterroge plus, c'est-à-dire qu'on met un enseignant dans une classe avec à peu près 25-30 élèves du même âge, et la transmission du savoir se fait essentiellement par la parole du maître. Un peu comme, c'est pas pour rien que c'est une pédagogie catholique, un peu comme la parole de Dieu passe par la parole du curé pendant une célébration religieuse. Voilà. Donc c'est très vieux, si vous voulez, les pédagogies de la coopération. Donc ça a beaucoup été étudié. Et aujourd'hui, on peut répondre à cette question, est-ce que ça marche ? Parce qu'il y a eu énormément de recherches scientifiques en Europe et dans le reste du monde qui se sont intéressés à cette fameuse efficacité de la coopération. Alors je ne vais pas faire un long détour parce qu'on a la possibilité de pouvoir s'appuyer sur des méta-analyses, c'est-à-dire des recherches pas directes, mais des recherches sur des synthèses de recherche. Et celle qui concerne la coopération, c'est la double méta-analyse des frères Johnson, donc 1981 et 2002, et qui visait à faire une synthèse de toutes les recherches qui se sont intéressées à la comparaison entre les méthodes d'enseignement individualistes, les méthodes d'enseignement compétitives, où on met en concurrence les élèves, et les méthodes d'enseignement coopératives. Et le résultat de cette double méta-analyse a été à chaque fois le même, c'est que, quel que soit l'âge des élèves, quelle que soit la discipline enseignée, quelle que soit la consigne passée, l'approche coopérative est systématiquement la plus intéressante des trois. Et ce, pour 4 raisons. La première, c'est que les élèves apprennent plus, et plus longtemps. C'est un peu ce qu'on cherche. La deuxième, c'est la plus évidente, c'est qu'en même temps d'apprendre par de la coopération, les élèves développent des habiletés prosociales, ils apprennent à coopérer. Et donc ça, on a vu que ça peut être intéressant selon certains points de vue politiques. La troisième raison, c'est que les élèves sont plus motivés. Alors pourquoi ils sont plus motivés ? C'est tout simplement parce qu'on active la dimension naturelle de la socialité de l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain ? Être humain, c'est être en relation. Et à chaque fois qu'on empêche cette relation, on rend plus difficile le fait de développer son humanité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dimension de motivation qui est attachée à la coopération. Et puis la dernière, alors il parle de développement personnel. Ça signifie que par la coopération, les élèves développent certes de l'autonomie, mais surtout de la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils en viennent à se considérer comme étant des auteurs de leur propre existence. La coopération au quotidien dans un espace de classe donnerait la possibilité aux élèves de reconnaître une forme de dignité d'exister. Voilà. Donc si un jour les innovateurs que vous êtes, quelqu'un vous embête là-dessus sur l'efficacité, ce qui est proprement injuste parce que ceux qui développent une forme scolaire que l'on sait proprement inefficace, on ne leur demande pas si ça marche. Donc si un jour on vous embête là-dessus, vous pouvez faire référence et prendre appui sur les méta-analyses des frères Johnson qui sont sans appel là-dessus. Voilà. Alors ensuite, après ce que je vais dire, ça va rester entre nous. C'est-à-dire que c'est suspect en fait ces résultats. C'est très suspect. C'est suspect parce que il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience dans l'enseignement pour se rendre compte que quand on demande à 4 élèves de se mettre autour d'une table pour coopérer autour d'un exercice commun, il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour se rendre compte que ça ne marche pas beaucoup. Alors alors je vais en dire un petit peu plus, mais c'est des choses qui ont déjà été développées par un pédagogue français du début du XXe siècle qui s'appelle Roger Cousinet et qui avait développé une pédagogie coopérative qu'il appelait la pédagogie de l'enseignement par petits groupes.
Et Roger Cousinet déjà expliqué ces effets retors de la coopération. Celui qui, plus récemment, a beaucoup mieux décrit ces problèmes de la coopération, c'est Philippe Mérieux, dans sa thèse d'État, et qui explique que si on demande à 4 élèves de se mettre autour d'une table pour réaliser un objectif commun, en moins de 30 secondes, les élèves se répartissent de manière inéquitable 4 fonctions. Les concepteurs, qui pensent la résolution du problème, les exécutants, qui sont les petites mains des concepteurs, et puis les chômeurs et les gêneurs. Voilà. Et malheureusement, dans ces 4 fonctions, les seuls qui potentiellement peuvent en tirer du bénéfice sont ceux qui pensent le plus, c'est-à-dire les concepteurs, mais des recherches comme celle à l'IREDU de Dijon, avec les travaux de Bruno Suchot, entre autres, ce qui apparaît, c'est que ces fonctions-là sont assignées sociologiquement. C'est-à-dire que massivement, les élèves qui occupent ces fonctions-là de concepteurs sont issus de familles qui sont très proches de la culture scolaire, et les élèves qui sont plutôt dans les fonctions de chômeurs ou de gêneurs, malheureusement, sont ceux dont les familles souffrent le plus de grande pauvreté. Et donc on voit bien que malheureusement, il ne suffit pas de s'appuyer sur ces evidence-based montrés par la science pour que la coopération soit de suite intéressante pour les élèves. On peut très bien organiser de la coopération dans sa classe et obtenir le contraire de ce qu'on cherche, c'est-à-dire voir les écarts entre les élèves augmenter de manière considérable et voir les élèves les plus fragiles dans la classe s'arrêter complètement de travailler parce qu'ils sont découragés à cause de la coopération. Alors vous avez le droit de me jeter des tomates, hein, bien sûr, quand je dis des choses comme ça. Donc, les travaux auxquels je participe soulignent que la coopération reste intéressante pour 3 grandes raisons. La première, c'est la différenciation pédagogique. C'est-à-dire que dans une classe où il y a de la coopération, un des leviers qui justifie l'utilisation de cette modalité pédagogique, c'est le fait que, en s'associant aux élèves, l'enseignant n'est plus la seule personne ressource en mesure de pouvoir répondre aux demandes. Voilà. Il y a une forme de don d'ubiquité que l'enseignant se donne. Alors c'est un faux don d'ubiquité, hein, mais les élèves peuvent toujours solliciter l'enseignant, mais ils ont aussi la possibilité de solliciter d'autres élèves en choisissant qui plus est celui ou celle en qui ils ont le plus confiance. C'est-à-dire celui ou celle auprès de qui ils savent qu'en allant dire « Est-ce que tu peux m'aider ?», ils ne s'entendront pas répondre « Oui, oui, pas de problème, c'est simple, tu verras ». Et ça, c'est radical, ça. On a galéré pendant 5 minutes à essayer de résoudre un problème, on n'y arrive pas, et on s'entend dire par quelqu'un « C'est facile ». Voilà. Donc c'est intéressant du point de vue de la prise en compte de l'hétérogénéité, d'organiser de la coopération, ce qui aussi simplifie le travail de l'enseignant. La deuxième raison, c'est sur le développement des habiletés prosociales. En organisant de la coopération au quotidien, sans rien faire de plus, on aide les élèves à développer des capacités à travailler avec les autres. Et puis la troisième raison, c'est plus en termes de valeur, c'est la dimension axiologique de la coopération, c'est que ça permet de travailler les valeurs de l'école républicaine. Alors la valeur la plus évidente, c'est la fraternité, par une combinaison entre solidarité et générosité. Mais ça travaille aussi la liberté dans le sens où la coopération ne peut pas se défaire d'un certain nombre de situations d'autonomie. Donc les élèves ont le droit de parler, de se déplacer, mais ça se fait toujours dans la recherche de respect de la liberté des autres. Et puis la notion d'égalité, c'est que le principe d'une classe où il y a de la coopération, c'est que tous les élèves progressent.
on travaille aussi autour du principe de laïcité. C'est-à-dire on s'est rendu compte que les conceptions ouvertes de la laïcité s'approprient et se découvrent par des élèves qui ont l'habitude de coopérer. Parce que coopérer, ça donne la possibilité d'aller vers des copains et des copines qu'on connaît peu, et donc de considérer la différence au sein de la classe comme étant une richesse. Donc voilà les 3 grandes raisons qui font que, effectivement, faire coopérer des élèves, c'est intéressant d'un point de vue éducatif. Bon, les dérives dont on a parlé tout à l'heure peuvent être présentées autrement. Bon, je vais aller vite pour ne pas vous décourager non plus. Mais faire coopérer les élèves, ça ne devrait pas se traduire par trop de désordre dans une salle de classe. C'est ce qu'on appelle la dérive attentionnelle. Ou le fait d'autoriser des élèves à parler, par exemple, transforme l'espace de classe en un espace où c'est difficile de se concentrer. La deuxième dérive, c'est ce qu'on appelle la dérive productiviste, qui consiste à ce que des élèves pensent que puisqu'on leur demande de coopérer, l'objectif c'est d'apprendre à coopérer. Mais en France, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé du cooperative learning. L'objectif en France, c'est d'apprendre par la coopération. Ce n'est pas d'apprendre la coopération. Souvent, peut-être en matière d'adage sur la coopération, on voit beaucoup sur Internet ou dans les émissions de télé ou de radio, on entend cette citation qui est attachée à Mandela, j'en doute, qui est « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Vous l'avez entendu celle-là? Bon, elle est profondément fausse en matière d'éducation. Seul on va vite, à condition de ne pas être en difficulté. Parce que quand on est en difficulté, c'est pas qu'on va vite, c'est qu'on est bloqué. Voilà. Et même on peut se décourager, on peut aller en arrière. Et ensemble on va loin. Alors on a l'avantage dans nos métiers de travailler avec des collègues. Et chacun d'entre nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des expériences où on s'est dit là, je suis obligé de travailler avec lui ou avec elle, mais je serai beaucoup plus efficace tout seul. Donc cet adage attaché à la coopération, seul on va vite, ensemble on va loin, il est complètement faux dans notre métier, dans nos métiers. Celui, si on devait retenir un adage, ça serait coopérer pour mieux apprendre seul. Coopérer pour mieux apprendre seul. Ce qui a une dimension un peu d'oxymore, Mais l'objectif de la coopération telle qu'on la pense en pédagogie, c'est d'activer la dimension sociale de l'apprentissage, qui fait que oui, on ne peut apprendre que par soi-même. Je ne peux pas apprendre comme j'attrape le coronavirus. Ça ne marche pas comme ça. Si j'apprends quelque chose, c'est que je suis allé le chercher. Et ça m'a demandé des efforts. D'un côté, on ne peut apprendre que par un effort personnel, mais c'est plus facile d'apprendre avec d'autres. Et c'est ça la dimension sociale de l'apprentissage. C'est le fait de donner la possibilité aux élèves de faire des efforts pour apprendre, mais de réduire le caractère coercitif de ces efforts en leur disant « mais tu n'es pas seul ». Mais tu n'es pas seul. Et donc le problème de la dérive productiviste, c'est qu'il y a des élèves qui se mettent en retrait, par exemple, dans du travail en groupe, en disant « si je me mets en retrait, ça laissera plus de place à ceux qui sont forts dans le groupe pour mieux réaliser l'exercice ». Une forme de sacrifice que des élèves font au service de la tâche, mais en étant tombés dans un malentendu qui est de penser que le plus important, c'est de produire et pas d'apprendre. La troisième dérive, c'est la dérive fusionnelle, où des élèves ont du mal à faire la différence entre un conflit relationnel et un conflit cognitif, socio-cognitif. Et ils craignent qu'en disant à des copains ou des copines « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis », qu'ils perdent un copain ou une copine. Et ça, on le retrouve dans les travaux d'une de mes collègues de l'université de Nanterre, Marianne Hugon, qui a décrit un phénomène que vous avez certainement déjà pu observer, qu'elle a désigné comme étant des stratégies de consensus de complaisance. C'est-à-dire que quand on nous donne une consigne et que cette consigne, on la réalise à plusieurs, c'est très facile d'être efficace en moins de 30 secondes. Il suffit de regarder par comparaison sociale avec qui on est, d'identifier quel est le plus fort ou la plus forte, de lui demander son avis,
et quoi que cette personne réponde, de lui dire « je suis d'accord avec toi ». Et donc si on a laissé 10 minutes aux élèves pour travailler en groupe, en 30 secondes, on a terminé la consigne, puisqu'on est d'accord avec la première proposition qui est faite, et on obtient en plus, et c'est là où c'est piégeux, 9 minutes où on peut parler d'autre chose. Et puis la dérive différenciatrice, celle-là c'est la plus sournoise, c'est celle qui voit qu'au final, sans précaution pédagogique particulière, ce sont les élèves qui en ont le moins besoin qui investissent les fonctions coopératives les plus intéressantes au niveau intellectuel. Ça par exemple, tout à l'heure je vous parlais de la classe mutuelle. Pourquoi la classe mutuelle aujourd'hui, elle ne serait pas du tout adaptée aux enjeux que l'on attribue à l'école? C'est que, peut-être que vous avez entendu parler des travaux d'Alain Baudry, qui a beaucoup exploré ce qu'on appelle l'effet tuteur en coopération. L'effet tuteur, il est à l'œuvre en ce moment-là, dans la salle. C'est celui qui explique que, parmi tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont en ligne, la personne qui profite le plus de la situation, on la connaît. C'est moi. Et c'est injuste, parce que je suis censé venir pour vous expliquer quelque chose. Mais pourquoi c'est moi qui profite le plus de la situation? Pour 2 raisons. La première, c'est grâce aux organisateurs de la journée qui m'ont fait le plaisir de me valoriser. C'est très valorisant d'expliquer quelque chose à quelqu'un. La deuxième, c'est que, quelle que soit l'intensité intellectuelle dont vous faites montre pour m'écouter, ça reste en termes d'intensité moins important que ce que je suis en train de mobiliser en ce moment pour essayer de vous expliquer quelque chose. C'est ça l'effet tuteur. C'est le fait que dans une relation tutorale, celui qui en profite le plus, c'est le tuteur. Ça ne veut pas dire que le tutoré n'en profite pas. Il en profite pour obtenir des informations qu'il n'aurait pas obtenues individuellement, ce qui est intéressant du point de vue de la différenciation pédagogique. Mais en termes de durabilité et de solidité de l'apprentissage, il n'y a pas photo. Et c'est ça le problème du monitorat. C'est que ce sont toujours les mêmes qui sont en situation de profiter le plus de la situation coopérative. Et dans une classe où il y a du monitorat, où par exemple ce sont toujours les mêmes élèves parce qu'ils ont réussi les évaluations qui aident leurs copains et leurs copines, il ne faut pas longtemps, quelques semaines, pour se rendre compte que ces élèves-là, ils vont trouver la pédagogie extraordinaire et ils vont en plus en profiter de manière incroyable. Mais les autres, ceux qui n'ont jamais la possibilité de pouvoir activer l'effet tuteur, très rapidement, ils vont se décourager et ils vont développer des stratégies d'évitement. Parce que c'est anxiogène de se retrouver systématiquement dans la peau de celui qui se fait aider. Voilà. Et donc c'est la grosse différence entre du monitorat, qu'on tend à éviter maintenant parce qu'on demande aux enseignants de faire progresser tous les élèves, et pas seulement certains, et puis le tutorat. Le tutorat, ça n'a rien à voir avec le monitorat, dans le sens où, derrière le tutorat, il y a de fait un principe de réciprocité qui conduit tous les élèves dans une classe à être tuteurs, et pas seulement ceux qui sont experts et compétents. Donc voilà, le principe d'une pédagogie de la coopération, c'est d'autoriser les élèves à coopérer, tout en évitant, par l'organisation de cette coopération, le développement de ces 4 dérives-là. Alors, pour essayer de... On va avancer dans la focale pour décrire ce que peuvent être concrètement des situations de coopération. On s'est servi là de cette représentation. C'est-à-dire qu'il y a 2 axes, chaque axe correspondant à une dimension. L'axe horizontal, c'est la consigne de travailler en coopération. Soit elle est donnée par un adulte, et on appelait ça une situation formelle. Et donc les élèves coopèrent parce que les adultes leur ont donné la possibilité de coopérer. Soit ce sont les élèves qui, à leur initiative, décident de coopérer. Et ça, on a appelé ça une situation informelle. Ils ne coopèrent pas suivant une consigne. C'est en autonomie. Et l'axe vertical, c'est le rapport au savoir. Donc une relation symétrique, c'est un lien de parité. C'est-à-dire que les élèves ont essayé de résoudre une consigne, mais individuellement, ils n'y sont pas arrivés. Et donc, ils ont décidé de se mettre à plusieurs.
Et il n'y en a aucun qui, seul, arrive à résoudre le problème. C'est ce qui justifie justement cette dimension symétrique. Une relation dissymétrique, c'est le contraire. C'est lorsqu'un élève fait la démarche d'aller solliciter une camarade ou un camarade en raison de ses compétences supposées. Et là aussi, il y a des formes de coopération. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières sur ces axes-là, on peut représenter plein de formes différentes de coopération. Une petite remarque en ligne. Oui. On nous dit les défenseurs de l'enseignement explicite affirment que la pédagogie coopérative est moins efficace. Oui, alors c'est pas ce que disent notamment les travaux de cette fameuse méta-analyse sur lesquels s'appuient beaucoup les tenants de cette approche explicite, qui n'est pas l'explicitation des attendus, hein, c'est pas ça, c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais la méta-analyse de John Hattie, par exemple, met comme facteur prépondérant de la réussite scolaire et de l'efficacité de l'enseignement les organisations coopératives. Et c'est tout à fait cohérent avec la méta-analyse des frères Johnson dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et d'ailleurs, des spécialistes comme Clermont-Gauthier ou Steve Bissonnette au Canada sont en train de développer des formes de coopération et de les rajouter justement aux structures, aux 4 étapes de l'enseignement explicite qu'ils développent. Alors, une première forme, c'est ce qu'on appelle les situations d'aide. Lorsqu'un élève reçoit l'aide d'un de ses camarades ou d'une de ses camarades. Donc là, on est du côté informel et dissymétrique. Pourquoi c'est du côté informel? Alors que très souvent, l'aide est du côté formel, c'est-à-dire ce sont des adultes qui demandent à un élève de la classe d'aller aider un copain. Pourquoi c'est du côté informel? C'est pour éviter les dérives de l'effet tuteur. Le deuxième point, c'est qu'un élève qui est en train de travailler, qui n'a rien demandé et qui reçoit une aide de la part d'un de ses copains ou sans l'avoir sollicité, lorsque cette aide se fait dans une classe, elle est visible de la part de tout le monde. Et donc les travaux d'Alain Liori, par exemple de l'Université de Rennes, ce n'est pas le seul, hein, ont souligné que cette façon d'être aidé, sous forme d'imposition par l'environnement, elle contribue à détruire ou à altérer fortement la confiance en soi. Ça développe ce que Martin Seligman appelait de la résignation acquise, ce qui conduit des élèves à dire « c'est même pas la peine que j'essaye parce que je suis nul ». Et donc pour éviter ces dérives-là, on n'a pas le choix que d'autoriser les élèves à s'aider, mais que ce soit à l'initiative de celui qui ressent le besoin de se faire aider. C'est la deuxième caractéristique tout à l'heure de la coopération dont on parlait. Il y a une autre forme de coopération, c'est l'entraide. L'entraide, c'est l'union fait la force. Alors l'union ne fait pas toujours la force, mais on peut essayer pour voir si effectivement ça fonctionne. Donc là, ce sont des élèves qui seuls n'y arrivent pas, ou seuls trouvent trop difficile de travailler longtemps tout seuls. Et qui décident, soit pour des raisons motivationnelles, soit pour des raisons cognitives, de se mettre à plusieurs pour essayer de voir si à plusieurs, ils ne vont pas mieux y arriver tout seuls. C'est le principe de la courte échelle, hein, l'entraide. Tout seul, je n'arrive pas à décrocher le ballon qui est dans l'arbre. Si on se fait la courte échelle, on y arrivera plus facilement. Le tutorat, on en a parlé tout à l'heure, c'est une forme d'aide, mais qui est plutôt formelle parce que dans du tutorat, tous les élèves d'une classe ou tous les élèves d'un établissement sont formés à la fois au geste de tuteur, mais aussi au geste de tutoré. Et donc, il y a un principe de réciprocité qui opère. Souvent, ce qu'on observe, en particulier dans les lycées, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas être tuteurs, non pas parce qu'ils refusent, mais parce qu'ils ne se sentent pas capables d'être tuteurs. Ils ont une trop mauvaise image de leurs propres compétences et ils disent « moi, je ne peux pas aider les autres ». Un des éléments dans les pédagogies de la coopération qui permet justement d'entretenir le sentiment de compétence, c'est par exemple les marchés de compétences, les marchés de connaissances. Claire Hébert-Suffren a développé un autre protocole, plus ancien que les marchés de connaissances. Elle appelle ça les réseaux d'échange réciproques de savoir, qui partent d'un principe que personne ne sait tout, personne ne sait rien,
Le savoir est gratuit et appartient à tout le monde. Et donc, le principe d'un réseau d'échange réciproque ou d'un marché de connaissances, c'est de demander à chaque élève de tenir un stand dans lequel il va expliquer quelque chose à un copain. Alors ça se fait, le groupe est coupé en deux. Pendant la première partie d'un marché, il n'y a que la moitié des élèves qui sont passeurs et les autres sont receveurs. Et puis, pendant la deuxième partie, il y a la réciprocité. Voilà, ça tourne. Ensuite, du côté des formes coopératives formelles et symétriques, on a travail en groupe. L'intérêt du travail en groupe, c'est de donner la possibilité à des élèves d'être à plusieurs autour de la résolution d'un problème. Et on espère que lorsqu'ils vont donner leur avis, ils vont avoir des réponses différentes. Alors c'est ce qu'on appelle du conflit socio-cognitif. Et pourquoi c'est intéressant de susciter ce clivage entre les élèves, non pas au niveau des relations, mais au niveau des idées? C'est intéressant parce que lorsque on échange avec quelqu'un, qu'on a ses propres avis, et qu'on voit qu'en toute sincérité, en face de nous, il y a quelqu'un qui répond autrement que nous au même problème, sans forcément le montrer, se produit un phénomène d'introspection qui consiste à se dire « mais est-ce que ce n'est pas moi qui me trompe ?» Et ce phénomène-là, est-ce que ce n'est pas moi qui me trompe, qui se traduit par de l'incertitude ou du doute dans ces certitudes, c'est ce qu'on appelle du conflit cognitif. Et le fait de faire douter des élèves par la coopération en classe, c'est essentiel pour susciter le désir d'apprendre. Pourquoi c'est essentiel ? C'est parce que le gros problème de l'école, c'est lorsque les élèves y vont pour recevoir des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Pourquoi c'est un problème ? C'est tout simplement parce qu'ils oublient. C'est pas violent. Voilà. Quand on regarde une émission comme Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions, c'est pas violent du tout. Mais le lendemain matin, tout ce que Julien Lepers ou Jean-Pierre Foucault nous a expliqué, on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié ? C'est parce que les questions qui ont été énoncées, ce n'est pas les nôtres. C'est celles des animateurs. Et tout l'art d'enseigner consiste, avant de transmettre quelque chose, de susciter le besoin de réception. Toute réponse devrait être en lien avec une question. Et comment on fabrique du questionnement chez les élèves ? Par l'entretien de l'incertitude qui naît de la comparaison sociale. C'est une des dimensions très fortes qui a été expliquée au départ, à ma connaissance, par les néo-piagétiens. Doise, Muni, Perret Clermont, voilà, Vygotsky, Brunner à sa façon, voilà. Tout un tas de psychologues qui, en laboratoire, ont identifié ce phénomène et qui maintenant est particulièrement opérant dans les salles de classe et la pédagogie. Donc ça, c'est le travail en groupe. Et il n'y a pas besoin que ce soit très long. 5 minutes, avec pour consigne, surtout, n'essayez pas de vous mettre d'accord. Surtout, n'utilisez pas la stratégie du consensus de complaisance. Sinon, ça ne sert à rien que vous soyez en groupe. Et d'où l'importance de dire aux élèves qui veut être en groupe. Parce que certains ne veulent pas l'être. Voilà. Le travail en atelier, c'est Bandura à l'école. Alors l'atelier, son premier intérêt, c'est le fait de manipuler. Voilà, on fait des choses concrètement. Mais les travaux d'Albert Bandura, un psychologue américain aussi, ont souligné l'importance de faire en sorte que dans un atelier, il y ait plusieurs élèves. Pourquoi ? Parce que ça permet d'activer une autre façon d'apprendre qu'il a appelée la vicariance. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, la vicariance. C'est quelque chose de rapide à décrire. On apprend de manière vicariante lorsqu'on observe quelqu'un qui fait quelque chose et qu'on l'imite. C'est observation, imitation. Et alors des fois, en imitant, on se rend compte que ça ne marche pas, mais on apprend à travers cette erreur, mais des fois, on s'aperçoit que ça fonctionne. Alors la vicariance, elle est beaucoup utilisée dans le cours dialogué. Souvent, c'est l'enseignant qui montre. Mais dans le travail en atelier, c'est extrêmement fort de voir les phénomènes d'observation mutuelle entre les élèves et de vicariance en acte. Voilà. Donc c'est une autre façon de coopérer. Une troisième forme, c'est le travail en équipe. Et là, le travail en équipe, c'est ce qui est attaché aux démarches de projet. Vous savez, quand on veut faire travailler les élèves en projet. Les pédagogies de projet qui ont beaucoup été développées par Philippe Pernoud, entre autres.
Donc la première précaution de la pédagogie de projet, c'est de ne pas transformer les élèves en marionnettes. Et ça, c'est ce qu'on appellerait le fait uniquement de se contenter que les élèves soient actifs. C'est ça qu'on appellerait de la collaboration. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas que les élèves apprennent, mais c'est que les élèves travaillent ensemble. C'est pour ça que la collaboration à l'échelle des élèves, elle n'a pas sa place. Elle peut être intéressante, la collaboration, dans une équipe pédagogique entre enseignants qui font vivre un même projet d'établissement. Mais à l'échelle des élèves, c'est problématique parce que ça active la dérive productiviste dont on parlait tout à l'heure. Donc Philippe Ernoult, il expliquait bien qu'une pédagogie de projet, c'est une pédagogie qui donne la possibilité aux élèves de se mettre en projet. C'est eux qui sont aux manettes. C'est eux qui guident les projets. Ce n'est pas le projet du prof, pas du tout. Le prof, il peut introduire un thème. Mais qui, à un moment donné, répond à la question qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes de projet? Ce sont les élèves. Bon, je ne m'étends pas sur les pédagogies de projet. Et là, quand on demande aux élèves de prendre l'initiative, il y en a certains qui vont dire « Moi, j'ai telle idée de projet, c'est vachement important pour moi, et je veux le faire tout seul parce qu'il n'y a personne dans la classe qui a le même projet que moi. » Et donc, ils partent dans ce qu'on appelle un projet personnel, ce qui est très intéressant. Et puis d'autres élèves, soit parce qu'ils ont des projets identiques avec des copains, soit parce qu'ils ne veulent pas faire un projet tout seul, ils se mettent à plusieurs. Mais c'est ça qu'on appelle du travail en équipe. Et le travail en équipe, il est intéressant, non pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on essaye de se mettre d'accord. Et donc ça donne la possibilité d'activer des apprentissages sous forme de transfert, c'est-à-dire c'est la force des pédagogies de projet, c'est-à-dire les élèves basculent sur des préoccupations qui sont authentiques et vivantes. Et c'est intéressant aussi les pédagogies de projet, contrairement aux projets personnels, le travail en équipe, parce que les élèves aussi apprennent à travailler avec les autres. Mais ça, c'est secondaire pour nous. Mais c'est important de le reconnaître aussi. Donc voilà les écarts entre travail en groupe, travail en atelier, travail en équipe. Le travail en équipe, ça s'étale sur plusieurs semaines. Hein. Les équipes, elles durent longtemps. Ça peut même être une année scolaire entière. Le travail en groupe, ça dure 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Parce que si ça dure trop, les élèves se découragent. C'est difficile d'être dans l'incertitude. Et au bout d'un moment, quand des élèves cherchent et puis doutent, quand ils se sont rendus compte que ce qu'ils pensaient savoir, ce n'est pas opérant, il ne faut pas les laisser là-dedans. Parce que c'est désagréable. Ça crée un sentiment d'incompétence, ce moment-là. Donc c'est là où on leur dit, bon ok, mais tu te poses les bonnes questions. Maintenant voilà, en fait, il se trouve que face à ce type de problème, il y a déjà eu des réponses qui ont été apportées. Voilà, et puis j'en termine avant de vous laisser réagir. Il existe d'autres formes de coopération qui sont formelles et symétriques. Toute la palette là, des discussions démocratiques, que ce soit les débats d'interprétation littéraire en littérature, que ce soit les discussions ou les débats scientifiques, que ce soit les ateliers de philosophie, puis il y en a plein d'autres. Hein. Donc ça, ce sont des discussions démocratiques, mais qui ont une autre forme, une autre façon de s'organiser, puisque c'est collectif et souvent ça se fait en cercle. Les jeux coopératifs, qui sont extrêmement intéressants lorsque on est dans un établissement ou dans une classe où il y a beaucoup d'antagonisme entre les élèves, où il y a des tensions, des clans, des affrontements, où lorsqu'un élève prend la parole et fait l'effort de participer, quand il se trompe, il doit, en plus d'avoir fait l'effort de participer, souffrir des colibés que les copains et les copines lui jettent à la figure. Donc quand on sent que c'est comme ça, effectivement, ce ne sont pas des conditions à entretenir parce que c'est plus difficile d'apprendre. Et donc les jeux coopératifs sont intéressants pour ça, parce qu'ils obligent les élèves à devenir des amis. Alors, je force un peu le trait, mais c'est un peu ça. Pourquoi il y a cette forme de coercition vers l'amitié ou les liens de confiance? C'est que la structure d'un jeu coopératif fait que pour gagner, on est obligé d'y arriver tous ensemble. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit mise de côté pour qu'on ne puisse plus réussir le jeu coopératif, même avec une bonne stratégie. Et donc, quand tout va mal dans une classe ou dans un établissement, les élèves, pendant longtemps, ils échouent au jeu coopératif.
Mais la dimension ludique et un peu défi du jeu fait que y a une accroche qui se fait et qui donne envie aux élèves d'arriver à gagner le jeu. Et quand ils y arrivent, ça se fait avec l'inclusion de tous, et à ce moment-là, ils vivent une réussite collective. Et le fait de partager des expériences de réussite avec d'autres, c'est ça qui crée du sentiment de confiance mutuelle. C'est pour ça que l'UNESCO, par exemple, ou des personnes comme Thomas d'Assembourg, développent dans des contextes où c'est difficile d'enseigner et où c'est difficile d'apprendre du point de vue des élèves, des séquences avec des jeux coopératifs parce que ça a un impact direct sur la qualité du climat scolaire. Et puis, alors les conseils coopératifs, c'est issu de ce qu'on appelle les pédagogies des républiques d'enfants. Janusz Korczak, Missei Postrak, Célestin Freinet en France ou Fernand Houry, qui sont des cellules de démocratie participative, mais à l'échelle de la classe, où on donne la possibilité aux élèves de se constituer en petite assemblée démocratique pour donner leur avis et prendre part aux décisions qui les concernent dans l'espace de la classe. C'est souvent ce qui s'organise pendant les heures de vie de classe, lorsque on considère ces heures de vie de classe comme étant un moment où on s'associe aux élèves pour essayer d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage de leur point de vue. Voilà. Je m'arrête là. J'ai été un peu long, mais j'imagine qu'il y aura pas mal de réactions ou de questions. Pour les susciter, on peut se donner 2-3 minutes pour que vous puissiez soit réfléchir, soit discuter avec les voisins et les voisines. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, quelques demandes de compléments? Bonjour. Il arrive que dans nos classes, il y a des élèves qui systématiquement s'isolent et ne souhaitent pas travailler en groupe. Même quand on propose aux élèves de se placer, de constituer les groupes qu'eux le veulent. Et donc concrètement, d'après ce que je crois comprendre de votre exposé, c'est pas un problème en soi. Ça va pas forcément empêcher l'élève d'apprendre. Il apprendra seul et peut-être qu'il apprendra moins. Mais par contre, derrière, nous, ça suscite une autre difficulté, c'est le fait c'est la sociabilisation en fait. Ces élèves restent associables. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour d'abord, est-ce qu'il faut changer ça? Et si oui, qu'est-ce que vous nous proposez comme hypothèse de travail là-dessus? Oui, alors peut-être même que les élèves, en refusant de travailler en groupe, ils vont plus apprendre. Hein. C'est pas systématique, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des entretiens avec des élèves qui m'ont expliqué pourquoi, en étant tout seuls, ils apprenaient mieux qu'avec les autres. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle là, un peu pour s'amuser, l'effet épinard, ce que vous décrivez. C'est-à-dire l'effet épinard, ça fait référence au fait que les épinards, c'est bon pour la santé, c'est bien d'en manger, mais que justement parce que quand on est parent, on est bien conscient que c'est bien de manger des épinards, on peut aller jusqu'à forcer nos enfants à manger des épinards. Mais sauf que, après avoir été forcé une fois ou deux, se développe une forme d'aversion pour les épinards qui fait que dans les cantines scolaires en France, dès qu'il y a des épinards, quand il en reste toujours, il y a beaucoup de burks qui sortent un peu partout de toutes les tables. Voilà. Et en fait, cet effet épinard, on peut très facilement le retrouver dans d'autres domaines, et notamment la coopération. C'est-à-dire que si on a pour projet éducatif de développer la socialité dont vous parliez, ce n'est pas en forçant les élèves à travailler en groupe qu'on va y arriver. Il y a des élèves en entretien, alors c'est des choses que j'entends pas en école primaire, mais que j'entends à partir de la fin du collège, et beaucoup en lycée, et qui me disent « Ouais, on a compris que les profs t'écoutaient, est-ce que tu peux leur demander d'arrêter de nous faire travailler en groupe ?» Et donc moi, ça m'intéresse en fait ces avis, alors je creuse et je leur dis « Mais les profs, là, ils te font travailler en groupe justement pour plus te motiver, pour que tu apprennes plus. Comment ça se fait que toi, tu n'aimes pas ça ?» Et
Et à chaque fois, la réponse, ce sont des témoignages de mauvaises expériences de coopération imposées dans leur histoire scolaire. À chaque fois, c'est ça. Le fait d'avoir introduit du travail en groupe, notamment, comme si le fait de travailler en groupe, c'était la meilleure façon de donner la possibilité aux élèves d'apprendre. Et ça, non. Donc, l'objectif, quand on est enseignant, c'est que les élèves apprennent, pas que les élèves coopèrent. On n'est pas américain. L'objectif, c'est que les élèves apprennent. Et s'ils apprennent mieux seuls qu'à plusieurs, on s'en moque. Alors, il peut y avoir, et notamment avec cette compétence de la compétence 4 là, du socle, un projet de développer des habiletés prosociales. C'est marqué concernant le travail en équipe et les démarches de projet. Mais à ce moment-là, ce n'est pas en forçant les élèves qu'on va y arriver. Alors, pour appuyer ça, je pense à une recherche qu'on a menée dans un lycée, une ville à côté de chez moi, là, qui s'appelle Tarascon. Il y a un lycée où des enseignants, en seconde, ont mis en place des classes coopératives. Et donc, à la fin de leur première année de mise en œuvre, on a fait un premier bilan et les profs étaient tous d'accord pour souligner ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, dans une classe où il y avait de la coopération, les élèves ils étaient si peu proactifs pour coopérer. Et même, ils développaient des formes de résistance. Quand un prof disait, bon, alors aujourd'hui, on va travailler en groupe, c'était, oh non, madame, monsieur, pas encore, on en a marre. Bon, bref, voilà. Et donc, les profs, ils étaient complètement dépités parce qu'ils avaient beaucoup travaillé, ils étaient formés. Et là, ils étaient devant un constat d'impasse, quoi. Voilà. On a fait des entretiens avec les élèves et c'est eux qui nous ont expliqué pourquoi c'était pénible, en fait, de travailler tout le temps en groupe de cet ordre-là. Donc, en écoutant ça, les enseignants, ça ne leur a pas fait du bien d'entendre dire que les choix pédagogiques qu'ils avaient faits, au final, étaient récusés par les élèves. Mais on a terminé l'année en se disant que le problème, c'était d'imposer le travail en groupe, d'imposer la coopération. Et l'année d'après, les profs ont changé un peu leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que c'était toujours des classes coopératives, ils ont toujours eu ce projet, eux, de susciter la coopération, sauf que, voilà, ils n'ont pas obligé les élèves à coopérer. Et lorsqu'ils avaient choisi de faire des groupes, ce n'est pas la seule façon de coopérer, hein, on l'a vu, hein, ils ont juste rajouté cette idée-là, lever la main, ceux qui veulent être dans un groupe. Et ensuite, dans ce lycée, ils constituaient les groupes avec des cartes à jouer, là. Et ceux qui ne levaient pas la main, ils n'étaient pas dans un groupe, ils faisaient exactement la même chose que les groupes, mais tout seuls. Et là où ils ont été malins, ces profs-là, c'est que bien évidemment, au bout de 2-3 minutes, il y a des élèves qui n'avaient pas voulu être dans un groupe, qui ont voulu avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on commençait à se rapprocher des copains en leur disant qu'est-ce que tu as trouvé ? Ou alors de vouloir parler des paris sportifs ou des soldes en vigueur dans tel magasin ou tel autre. Et là, les profs ont dit, hop, 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 tu as voulu travailler tout seul, il reste 4 minutes. Donc tu restes tout seul. Et donc, moi, j'ai observé ça de manière un peu amusée. Et ce qui est intéressant, c'est 2 mois après. 2 mois après, alors qu'il y avait, en début d'année scolaire, là, quand les profs demandaient qui veut travailler, il y avait un élève sur 2 qui levait la main. Donc ça veut dire qu'il y en avait un élève sur 2 qui ne voulait plus travailler en groupe. Ils étaient écœurés. Et parmi ceux qui ne voulaient plus coopérer, 2 mois après, la majorité levait la main. Donc je fais des entretiens avec eux et je leur ai dit comment ça se fait que tu as changé d'avis ? Qu'est-ce qui fait qu'au début d'année, tu m'as raconté que tu ne voulais plus entendre parler de cette pédagogie minable et qu'il fallait que les profs ils fassent leur boulot en se mettant face au tableau pour que toi tu écrives et que là tu participes au travail ? Et les élèves, en fait, ils ont logiquement, mais sauf que ce qui est logique n'est pas toujours accessible, ils ont témoigné de l'expérience du manque. Du manque et de la frustration. Parce que de la frustration naît le désir, et notamment le désir de la socialité. C'est parce que les élèves se sont retrouvés tout seuls qu'ils ont vécu le fait d'être coincés ou de s'ennuyer, ça dépendait des élèves, que progressivement, alors certains ça a été la semaine d'après, d'autres ça a été plusieurs semaines après, mais quasiment tous y sont venus
De dire, ben oui, mais moi je me rends compte que quand je suis avec d'autres, déjà je m'ennuie moins. Et de deux, quand je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui peut me répéter la consigne. Et de trois, c'est super intéressant d'être avec d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. C'est dans cette recherche où une élève m'a expliqué que quand on est 4, quand on travaille à 4, c'est comme si on avait 4 cerveaux. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais sauf que cette maturité scolaire-là, elle ne peut être le fruit que de l'expérience individuelle de l'absence de coopération. Et c'est là où il y a une ruse pédagogique qui consiste à ne pas imposer la coopération pour, au bout de quelques mois, avec les élèves les plus âgés, se rendre compte qu'effectivement, être avec d'autres, ça répond au plus profond de notre nature, c'est-à-dire que c'est plus facile d'apprendre avec d'autres. Donc voilà, donc cette deuxième caractéristique de la coopération que l'on découvre dans toutes les disciplines en dehors de l'enseignement, qui est que la coopération est intentionnelle, ça l'est aussi et surtout en pédagogie, pour éviter ces phénomènes-là. Pareil sur le tutorat, pareil sur l'aide. Ce n'est qu'à l'initiative de celui qui bloque que la coopération peut s'engager. Oui, allez-y. Attendez, il y a un micro qui va arriver pour les personnes qui sont en ligne. On a la particularité depuis de nombreuses années de pratiquer la pluridisciplinarité. Quelle est l'incidence sur la coopération entre les élèves quand les enseignants pratiquent cette pluridisciplinarité? Bon, moi je voudrais témoigner, tout simplement, de dire que la moitié de mes cours, moi je les vis en pluridisciplinarité. C'est que ça m'a permis de garder la passion de l'enseignement. Ça m'a permis de me remettre en cause et ça m'a permis de m'améliorer au fur et à mesure. Et je trouve que cette originalité qu'a l'enseignement agricole, ça a été une de nos forces et ça l'est toujours, je pense. Mais est-ce que on a des études de fait justement par rapport à ça, concernant le ressenti en fait des élèves et surtout le bénéfice éventuel par rapport aux élèves, notamment concernant cette coopération? Oui, il y a tout un tas d'études qui se sont intéressées justement à ce que vous décrivez, qui sont présentées de manière très claire dans le petit ouvrage coordonné par André Tricot sur l'innovation pédagogique. Pour faire rapide, il y a deux raisons qui justifient le fait de s'appuyer sur de la pluridisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. C'est talent et projet. Le premier, c'est que dans une classe où il y a plusieurs disciplines, ça donne la possibilité à davantage d'élèves de manifester leurs compétences vis-à-vis de leurs copains. Et donc, en se sentant compétent, voire utile, parce qu'on devient un élève ressource, ça permet de lutter contre des stratégies très faciles et très efficaces pour les élèves, qui sont des stratégies d'évitement en disant « moi je suis nul ». Donc dans cette discipline-là, ça ne sert à rien que je fasse des efforts parce que de toute manière, j'y arriverai pas. Voilà. Donc plus il y a de discipline, plus l'empan disciplinaire s'ouvre pour les élèves et moins on risque, il y en aura malheureusement toujours, mais moins on risque de trouver des élèves qui disent « moi, de toute façon, avec ce prof, je suis nul ». Voilà. La deuxième grande raison, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que les projets sont forcément complexes. Un projet, il a ceci d'intéressant qu'il est complexe. Et qu'est-ce que ça veut dire complexe? En grec, complexe, ça signifie tissu, c'est-à-dire un mélange d'éléments de nature différente. Et donc, les projets forcément s'appuient sur de l'inter ou de la pluridisciplinarité. Donc, dans une classe ou dans des cours tels que ceux que vous venez de décrire, c'est beaucoup plus facile de développer des pédagogies de projet que dans une seule discipline, même si c'est possible dans une seule discipline. À condition, mais ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les travaux de Philippe Ernoult, à condition que ces démarches de projet ne soient pas de la pédagogie uniquement active, c'est-à-dire où ce soit seulement le projet du prof qui veut faire manipuler les élèves comme un peu des marionnettes. Quand il y a plusieurs disciplines,
les élèves trouvent encore plus d'idées et encore plus de capacité, de raisons d'opérer à des transferts pour trouver des idées et des projets qui sont importants pour eux. Voilà. Donc talent, ça multiplie les talents, ça diversifie les compétences à l'intérieur d'une classe. Donc ça vise à être des espaces où les élèves se sentent plus souvent reconnus dans ce qu'ils sont. Et puis ce sont des lieux où on peut beaucoup plus naturellement introduire des pédagogies de projet parce qu'il y a plus de raisons de trouver des idées, d'agir concrètement. Ouais, j'aurais une question, donc résumée par le titre d'un livre que j'ai entendu il y a quelques jours, en fait, qui s'appelle « D'autres langues que la mienne ». En gros, l'idée, c'est qu'on apprend mieux, on apprendrait mieux dans une langue autre que la sienne. Et cette théorie en fait, mise en pratique dans nos établissements, avec par exemple les sections européennes, en fait, qui non seulement prépare à une langue étrangère, mais en même temps utilise une discipline non linguistique pour enseigner d'autres choses. Donc, ma question, c'est parce qu'il semble que cette idée-là soit démontrée aussi, hein, qu'on apprend mieux dans une langue autre que la sienne. Est-ce que c'est justement aussi parce qu'il y a de la coopération dans l'air, en fait, quand on apprend dans une langue étrangère, ou pas, je ne sais pas. Oui, alors là, je ne peux pas vous répondre. Je suis proprement incompétent là-dessus. Ce que je peux vous dire, mais c'est une réponse à côté de votre question, hein, c'est que souvent on me dit c'est bien de faire la coopération parce que les élèves comprennent mieux quand c'est un élève qui l'explique à sa place. En fait, non. Les adultes, les enseignants expliquent mieux que des élèves. Mais l'avantage que des élèves puissent aussi, en complément de l'enseignant, expliquer une consigne ou donner des éléments de réponse, c'est un peu la même chose que ce que vous évoquez avec des contextes d'enseignement dans des langues différentes, c'est qu'il y a une diversité d'entrées dans le même savoir. Mais c'est pas, moi je ne dirais pas, en étant complètement béotien, hein, qu'on apprend mieux dans une autre langue. Je dis que du fait que ce soit une langue différente, peut-être que l'empan que l'on ouvre aux élèves devient plus accessible à davantage d'élèves que s'il n'y avait qu'une seule langue. Mais ça, c'est au regard de ce que moi j'ai pu observer à travers justement la multiplicité des élèves ressources dans une classe où il y a de la coopération. Après, tout ce que je pourrais vous dire là-dessus, ce n'est qu'un avis personnel, pas du tout étayé sur les travaux que j'ai pu mener ou dont j'ai pu prendre connaissance. Une question en ligne ? Oui. Alors on nous demande comment organiser le travail en groupe pour qu'il n'y ait pas des groupes qui finissent plus vite et qu'ils fassent autre chose quand ils attendent les autres groupes. Alors, on a... Alors, je ne vais pas vous mettre ça. Voilà. Sur la structuration du travail en groupe, on en est là dans nos travaux, là. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'un groupe finisse avant les autres dans du travail en groupe. C'est pas possible déjà parce que travailler en groupe, ça ne dure que 5 minutes. Et en 5 minutes, il y a plein de choses à faire. Et souvent, les élèves, ils disent plutôt « Ah, j'ai pas fini », plutôt que « Ça y est, on a terminé ». Alors, derrière cette schématisation-là, cette modélisation d'une démarche où il y a du travail en groupe, le travail en groupe, il est que là. Hein. C'est l'étape 3. Hein. La première, c'est l'étape de présentation de la consigne. Et ce qui est attaché à une séance où il y a du travail en groupe, c'est une situation problème. Qu'est-ce que c'est qu'une situation problème en didactique ? C'est un problème qui répond à quatre exigences. Les élèves ont compris le problème. La deuxième, c'est les élèves n'arrivent pas. Ils sont face à un obstacle. C'est le mot qu'utilisait Jean-Pierre Astolfi. Le troisième, c'est que la meilleure façon de dépasser l'obstacle, c'est justement ce qu'on veut enseigner aux élèves. C'est pour ça qu'on a choisi cette situation problème et pas une autre. Et la quatrième, c'est que ce savoir-là, on le donne aux élèves au moment où ils bloquent. C'est ça la caractéristique d'une situation problème. Donc la première étape, c'est on explique le problème aux élèves de manière à ce qu'il y ait de la dévolution, qu'ils comprennent ce qu'il faut faire. La deuxième étape, alors ça c'est un peu paradoxal, c'est qu'avant de les faire coopérer, on les fait travailler tout seuls. On les fait travailler tout seuls pendant 2-3 minutes, de manière à ce que les plus fragiles puissent s'approprier le problème. La troisième étape,
c'est le travail en groupe pour les élèves volontaires. Alors, moi, ça m'a occupé 2 ans, cette histoire-là. C'est un détail, hein, vous allez dire, on n'est pas très efficace, hein, en tout cas, on est lent. Mais la manière la moins problématique, c'est pas la plus efficace, hein, la moins problématique de constituer les groupes, c'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort. On a étudié toutes les autres. À chaque fois, il y a des problèmes. Soit les élèves râlent, soit il y a des élèves qui sont mis sur le côté, soit il y a la dérive productiviste. Enfin, voilà. Donc, le tirage au sort, ça ne résout pas tout, ça en résout beaucoup quand même. Donc, il y a des élèves qui travaillent tout seuls, d'autres qui sont dans un groupe aléatoire. Pendant 5 minutes, l'objectif, c'est de ne pas être d'accord. Et puis, il y a un apprentissage de cette démarche-là, dans le sens où c'est toujours comme ça. Donc, il y a une ritualisation de la démarche. Ça dure 5 minutes. Contre vents et marées, ça durera toujours 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, c'est terminé. Tant pis si on n'est pas arrivé au bout. Puisque le plus important, c'est qu'il puisse y avoir, nous on dit dans notre région, de l'empeg. C'est-à-dire que les élèves s'empèguent. C'est-à-dire la pègue, chez nous, c'est, vous savez, quand on touche un pain, un résineux, on a de la résine, là, ça colle. Et donc, voilà. L'empeg, c'est quand on est accroché à l'autre, là, et qu'on veut gagner la joute verbale. Voilà, c'est ça. Et donc, ça dure 5 minutes, parce que c'est difficile à tenir, d'un point de vue intellectuel. Et ensuite, la phase 4, il y a un représentant de chaque groupe qui donne les idées, mais on ne note pas toutes les idées, on ne note que les idées différentes. De manière à ce que le prof rajoute une 2e couche de conflit socio-cognitif, mais en collectif, pour bien montrer que par rapport au même problème, il y a une diversité incroyable de réponses qui toutes sont plausibles. Et devant ça, le prof, il regarde les élèves, il regarde le tableau, il regarde les élèves, il regarde le tableau, et il leur dit, mais qui a raison? Et là, la plupart du temps, alors c'est ça un moment de conflit cognitif, hein, les élèves sont figés. Pourquoi ils sont figés? C'est que c'est important là. Là, il y a du suspense. Voilà. Et c'est là où il ne faut pas aller plus loin. Et quand on sent on appelle ça un kairos, c'est-à-dire un moment opportun pour dire aux élèves, bon mais voilà, vous y êtes. Mais en fait, il se trouve que face à ce type de problème, il y a déjà des spécialistes qui ont réfléchi et qui y répondent de cette manière-là. Et c'est là où on prend 5 minutes, 10 minutes, peut-être un peu plus, pour expliquer, pour montrer, pour donner des exemples, pour répondre aux questions que les élèves ont, pour susciter de la compréhension. Donc ça, c'est la phase 4. Et c'est là où on voit dans le regard des élèves, ah ben oui, ça y est, tac, ça. Les psychologues, ils appellent ça l'insight. C'est tout, c'est clair. C'est le « ah mais oui, mais bien sûr ». Voilà, c'est la compréhension soudaine. Et ça, c'est... Autant le doute, il est désagréable, autant la compréhension soudaine, c'est ça le moteur de l'apprentissage. C'est ça qui fait que les élèves, ils se lèvent volontaires et motivés pour aller à l'école. C'est pour ressentir ces émotions-là. Et puis pour finaliser le tout, de terminer par, ça c'est les derniers travaux qu'on fait là avec l'équipe d'un lycée à Épinay-sur-Seine, de terminer par une phase d'application immédiate, individuelle, rétroactée. C'est-à-dire on dit aux élèves, c'est bon, tout le monde vous pensez que vous avez compris, comme c'était annoncé dès le début, maintenant il n'y a plus de coopération, chacun vous avez un exercice, vous le faites, quand vous êtes sûr que vous avez la bonne réponse, vous levez la main, et moi en tant qu'enseignant je passe et je dis c'est bon ou c'est pas bon. Et bien évidemment pour la plupart des élèves c'est bon, et donc ils ont la certitude qu'ils ne se sont pas trompés, pour quelques-uns c'est pas encore bon, mais ceux-là, ils vont avoir la possibilité de travailler la coopération autrement. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas possible qu'il y ait des groupes qui aient fini avant les autres. Voilà. Je veux bien vous donner la parole. Hein. Attendez de prendre le micro pour le... J'utilise beaucoup de jeux coopératifs, notamment ruralistes sur les infrastructures agroécologiques. Et en fait, on retrouve bien vos catégories de gêneurs, chômeurs, etc. Et c'est très compliqué à gérer dans le cadre du jeu quand on a notamment un gêneur un peu leader qui prend la place sur l'équipe. Est-ce que vous avez des moyens pour gérer un petit peu ce genre de situation ? Oui, par rapport à ce type-là, ce sont des stratégies d'évitement, hein, tout ça. Hein. C'est-à-dire que des élèves, ils ont raison en plus, hein, c'est plus facile de développer, de rentrer dans ce type de posture plutôt que d'essayer de faire l'effort de résoudre le problème ou le jeu en l'occurrence que le prof donne.
ça demande moins d'efforts. Donc, on se protège. L'approche là qui semble la plus engageante pour les élèves, c'est de leur dire, voilà, je vais vous faire travailler comme ça, mais le plus important, c'est pas ce qu'on va faire là. Le plus important, c'est que, alors, soit comme dans cette modélisation à la fin du cours, soit au cours prochain, tous là, vous serez soumis à une évaluation individuelle. Et si vous participez à fond à ce que je vous propose, vous aurez 1000 fois plus de chances, et d'une, d'avoir moins de travail à faire à la maison, et de deux, de réussir du premier coup cette évaluation. Maintenant, après, moi, mon travail, c'est d'essayer de vous faire apprendre. Mais celui qui apprendra au final, c'est pas moi. C'est chacun d'entre vous, si vous faites l'effort. Alors, vous travaillez avec des adolescents, la responsabilité, ils peuvent facilement, aisément l'engager quand on voit comment des enfants en maternelle peuvent le faire. Mais c'est de leur responsabilité. C'est-à-dire qu'en étant prévenus que la finalité du cours, c'est une activité devant laquelle ils devront individuellement répondre de leur travail, il y en a certains qui ne vont pas rentrer dedans, mais la majorité va se dire, bon ben, il y a l'image de moi aussi qui rentre en jeu là-dedans, vis-à-vis de moi, de mes camarades, de mon prof, de mes parents. Voilà. Certains élèves le comprennent du premier coup. D'autres, il faut y revenir sous forme d'entretien d'explicitation plusieurs fois en disant, tu vois, tu as raté l'évaluation. C'est dommage parce que quand on a fait l'entraînement, moi j'ai vu que tu te mettais en retrait et que tu laissais les autres travailler à ta place. Si j'étais toi, mais je ne suis pas toi. Mais si j'étais toi, je changerais ma façon de bosser. Voilà. Vraiment une dernière question pour qu'on puisse tenir les horaires et surtout ensuite les horaires du repas. Une dernière question, vous venez de donner une recette toute faite de choses qu'on peut appliquer en classe et moi je me sens encore prof débutante et je trouve que je manque d'outils. On parle de plein de choses, de TP mosaïque, je pense que tout le monde a déjà expérimenté des choses, il y a plein de chercheurs et de chercheuses qu'on réfléchit depuis des années, des enseignants, des enseignantes. Est-ce qu'il y a des ouvrages où on peut retrouver plein de façons de mettre les élèves en activité collaborative ou coopérative qu'on peut réutiliser clé en main en classe ? Alors, en pédagogie, vous savez, le clé en main, je sais bien, mais un outil. Et je vais vous donner des ressources. Alors, attendez, je passe tout ça. Voilà. Alors, là, vous avez 3 types de ressources directement accessibles en ligne. Donc, Laurent Teinturier est là, le réseau Canopé. Et met beaucoup en avant des ressources sur la coopération, notamment dans l'onglet climat scolaire, où vous avez un memento pour la coopération entre élèves au collège et au lycée, qui est le fruit d'un travail pluricatégoriel au sein de l'éducation nationale, justement sur ces questions-là. Il y a par exemple des outils pour former les élèves au tutorat, là-dedans. Donc ça, vous pouvez le télécharger librement. Pareil, en lien avec Canopé Dijon, il y a eu un petit ouvrage sur la coopération entre élèves qui a été édité, et il y a un parcours magistère. Alors il faut demander, je ne sais pas qui, Laurent, il faut demander à l'ouverture, mais ça doit être les chefs d'établissement. Je ne sais pas si dans l'enseignement agricole, ils y ont accès. Voilà, donc là, vous verrez des exemples d'organisation de coopération avec des films, des vidéos, ça peut aider. Et sinon, si vous pouvez aller sur le site des cahiers pédagogiques et vous aurez, pour chacune des déclinaisons que je vous ai montrées, le travail en équipe, les marchés de connaissances, etc., des fiches pour aider à la mise en œuvre. Alors, ce n'est pas du clé en main, pas du tout, hein, mais voilà, ça dégrossit un petit peu les contingences organisationnelles. Donc ça, c'est sur les ressources. Et puis en termes d'ouvrages, j'en mets plusieurs. Alors, le petit livre qui a été édité par Canopé sur la coopération, il est ici, qui reprend un peu ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui. Pour les enseignants en collège et lycée, je vous conseille, je vous oriente vers celui-ci, qui a été coordonné écrit par une équipe de profs d'un collège à Calais, donc qui s'appelle « Oser les pédagogies coopératives ». Sur la formation des élèves en début d'année, ça, ce n'est pas un livre, c'est une batterie de supports de formation. L'ouvrage là sur les origines de la coopération, il y en a plusieurs, mais j'ai mis celui-là. Bon, voilà. Voilà.